Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Dans la tête avec Dominique. Aujourd'hui, je vais vous parler des styles d'attachement. En premier lieu, je vais commencer dans cet épisode-ci à parler du style d'attachement évitant, mais il va se séparer en deux épisodes. Le premier épisode sera plus global et sera plus général sur le style de l'attachement. Et par la suite, on ira un peu plus poussé. Un autre épisode sera sur le style d'attachement anxieux. Ça va être le même principe. On va faire un épisode plus général, puis un autre un peu plus poussé. Je ne ferai pas le style d'attachement désorganisé. Parce que le style d'attachement désorganisé, c'est un peu comme un mélange des deux styles d'attachement anxieux et évitant, mais à des moments... il est en effet désorganisé. Il n'y a pas de ligne directrice. Il y a des moments où il va être anxieux, puis il y a des moments où il va être évitant. Et dans un même moment, il peut vivre les deux en même temps. C'est un peu plus compliqué, fait que je le ferai pas. Les informations que je vous donne, ça vient pas juste de moi, ils viennent de... pour l'instant, je vais juste commencer par le style d'attachement évitant. En fait, j'ai fait une formation qui était donnée au séminaire de Sherbrooke, qui était très intéressante, que je pourrais introduire en même temps dans les styles d'attachement, parce que ce qui était très intéressant dans cette formation-là, c'était que ce n'était pas juste en lien avec l'enfance et l'adolescence et les relations de couple, c'était aussi que ton style d'attachement se représente également dans les collègues de travail et dans les hiérarchies, c'est-à-dire un patron, un employé. Fait que, il y avait... quand on est conscient un peu du style d'attachement qu'on a, mettons qu'on va prendre le style évitant, mais quand on est un patron de style évitant, on va beaucoup être, là c'était sommaire, là, mais on va être beaucoup plus dans la performance, dans la hiérarchisation des tâches et dans le travail plutôt que dans la relation avec l'autre. Je ne rentrerai pas dans ces détails-là. Il y a une formation pour ça, mais je trouvais ça très intéressant qu'on puisse voir les styles d'attachement dans toutes les sphères de notre vie. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que je vous ai parlé dans d'autres podcasts des blessures de l'âme qu'on appelle, le rejet, l'abandon et les autres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire quand même des bons liens entre les blessures de l'âme et les styles d'attachement qu'on a. Parce qu'on peut avoir... tu sais, là, je vais donner un exemple rapido presto comme ça. On peut donner... que le sentiment d'abandon va souvent être relié au style d'attachement anxieux. Mais ça ne veut pas nécessairement dire tout le temps. C'est juste que souvent, le style d'attachement anxieux va se sentir abandonné, va avoir peur de l'abandon. Mais le style d'attachement évitant, c'est pareil. C'est juste que le comportement qu'il va prendre pour se protéger ne sera pas le même. Et c'est ça qui va être intéressant dans les vidéos qu'on va faire. Dans le podcast qu'on va faire, c'est qu'on va décortiquer un peu chacun d'entre elles. C'est quand même intéressant. J'ai lu aussi 2 livres d'une psychologue qui s'appelle Gwenaëlle Percio. Donc, un des premiers livres que je vais parler, les informations sont prises dans Guérir des blessures d'attachement, apprendre à construire des liens apaisés. Le deuxième livre, c'est Couper des autres et couper de soi, quand la distance affective cache des blessures d'attachement. Ça va être pour parler, en fait, aujourd'hui, du style d'attachement évitant. Le premier livre, Guérir des blessures d'attachement, parle de tous les styles d'attachement, fait il va revenir dans les prochains épisodes. Fait que pour commencer, on a tous les êtres humains, c'est quand même assez important le concept d'attachement, fait qu'on va tous développer des styles d'attachement. Puis ce qui est important à savoir ici, c'est qu'on n'est pas obligé de vivre des moments où que c'était super tragique nos vies pour développer. Puis c'est ça qu'on va voir aussi avec le temps. Des fois, ça peut naître seulement que la perception dans quoi qu'on a grandi, mais ça ne veut pas dire non plus qu'on développe le style d'attachement à l'enfance ou à l'adolescence, parce que c'est une construction progressive dans notre vie. Fait que ça se peut que enfant, on ait un style d'attachement bien normal, puis qu'à l'adolescence, il change. Puis ce qui est important aussi, c'est que c'est pas statique dans le temps. Un style d'attachement, on peut en avoir un, mettons, on va dire comme ça, qui est plus présent. Mais il va dépendre aussi de
avec qui je suis comme personne. Parce que il peut exister les styles d'attachement évitants et anxieux à la fois. Ça, c'est-à-dire qu'il peut avoir avec certaines personnes, mettons, on va prendre comme exemple des amis, un style d'attachement évitant, mais en couple, il sera au début évitant, puis il va devenir anxieux avec le temps. On n'est pas obligé d'être, on va dire comme ça, enfermé dans un seul style. Et il peut varier d'une relation à l'autre, des fois. Ça ne veut pas dire que parce que tu as un style d'attachement évitant, tu es toujours évitant. Ça peut arriver, oui, mais ça peut arriver qu'il soit changeant dans le temps. Puis ça dépend avec qui aussi. Puis ça dépend de ce que tu vis aussi. Tu sais, ça se peut que tu sois toujours évitant, mais à un moment donné, tu vis 3-4 affaires en même temps, une perte de job, un déménagement. Ça se peut que là, tout à coup, tu deviennes anxieux. Tu sais. Ça dépend aussi du contexte dans lequel tu te trouves. On n'ira pas dans tous ces détails-là, mais je trouvais ça important de le nommer quand même. Tu sais. Fait que ce qui est important de comprendre, c'est que c'est un mécanisme de défense qui est aussi inconscient. Ce qui est quand même quelque chose ça va être des comportements qu'on va prendre, puis on va faire des choses qui sont naturelles et c'est pour ça que aussi c'est nommé que mon podcast c'est dans la tête, c'est aussi une vision qui est construite, c'est comment je réfléchis dans ma tête, comment je pense les choses, parce que dans le fond, avoir un style d'attachement évitant, même si les autres nous le disent, même si on lit des choses, même si on écoute ce podcast-là, ça se peut qu'on se reconnaisse pas du tout, comme ça se peut qu'on se reconnaisse. Mais des fois, ça se peut qu'on se reconnaisse pas parce qu'on est persuadé dans notre tête que ce qu'on fait, c'est ça la réalité. Mais en fait, c'est notre réalité, c'est notre vie, c'est ce que je fais est bon pour moi. Des fois, ça prend un certain nombre de fois que tu es en relation ou que tu vis plusieurs pertes ou pour des fois te rendre compte « Oh, je devrais peut-être changer quelque chose ». Fait que c'est pas parce que quelqu'un va lire un livre sur l'attachement qu'il va se dire « Oh mon Dieu, je me sens quand même très rattaché à cette description ». Il faut une certaine ouverture d'esprit à se regarder soi-même puis à accepter que « Ah oui, ça me correspond ». Fait que c'est un mécanisme, on en revient, c'est un mécanisme de défense qui a permis de faire face durant l'enfance, l'adolescence ou durant l'âge adulte à des contextes de survie où les émotions n'avaient pas leur place. Ça se peut que ce soit un ou les deux parents qui n'étaient pas disponibles émotionnellement. Ils pouvaient même être rejetants. Lorsque l'enfant recherchait la proximité dans les moments de stress, il ne recevait pas le réconfort nécessaire, voire il était jugé ou rejeté. Là, ici, pour donner un exemple, ça pourrait être qu'un enfant pleure puis que le parent lui dit « Arrête de broyer, t'es plus fort que ça ». Mais ça pourrait être aussi des reproches faits à l'enfant ou à l'adolescence, tu sais, justement... ça pourrait être que l'enfant veut l'amour de son parent, puis il va lui montrer sa valeur, puis le parent va quand même dire « Ah, c'est pas important, ah, c'est pas assez, ah, c'est pas... » Ce qui fait que l'enfant va développer, ou l'adolescent va développer tranquillement, pas vite, un détachement. Il va finir par intégrer que les émotions ne sont pas valables. Il va se sentir invalidé. Ni montrable, fait qu'il ne faut pas les montrer, et qu'il valait mieux se débrouiller seul pour contrôler la détresse intérieure. Ce qui veut dire que je vais vivre mes émotions quand je me retrouve tout seul, pas quand je suis avec quelqu'un. Il apprend à désactiver son système d'attachement, à minimiser ses propres émotions, parce qu'il ne veut pas les ressentir. Il va associer proximité avec danger, et il se protège avec la distance pour ne pas risquer de souffrir à nouveau. Les adultes détachés de leurs émotions peuvent être sociables. Hein? Ils peuvent avoir plein d'amis, ils peuvent quand même être en relation de couple, ils peuvent quand même ils peuvent quand même avoir des bons contacts avec leurs collègues ou avec leur hiérarchie. Là. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tout seuls chez eux. Cependant, les échanges vont rester souvent en surface. Toute question personnelle touchant à leur ressenti va être évitée
explicitement. Donc, ils vont faire des comportements où ils vont dire qu'ils ne veulent pas en parler, ou ça va être quand même assez direct. Ou implicitement. Et souvent, ça va passer par l'humour ou le sarcasme. L'humour et le sarcasme, on sait tous que c'est bon pour nous. Ça peut être drôle, ça peut être le fun. Mais quand on a un comportement que dès qu'on parle de choses vraies, c'est tout de suite le sarcasme, ben ça se peut que c'est parce qu'on cache quelque chose. Ça se peut qu'on camoufle de quoi, ça se peut qu'on veut éviter de quoi. Et il se peut très bien qu'une relation entre deux personnes vont se créer. Et au début, la personne va être capable de parler de ses émotions, va être capable de parler de sa vie d'avant, de ses souffrances, de parler de plein de choses. Mais un moment donné, elle va se sentir attachée à une personne. Elle va sentir qu'il y a comme quelque chose de plus. Et là, tout à coup, le sarcasme ou l'humour va apparaître à chaque fois ou souvent quand ils vont commencer à parler de choses sérieuses. Ou de, justement, ce qu'ils ont vécu dans le passé ou tout ce qui devient émotionnel. Parce que là, vu qu'ils sentent qu'il y a un attachement possible, ils peuvent l'avoir nommé, je me sens plus attaché que je pensais, je suis en train de m'attacher à toi, ou je te trouve plus important que d'habitude. Des fois, ils ne le nomment pas, ils vont juste le penser, ils vont le ressentir. Ce qu'on va appeler des fois, ils vont ghoster ou ils vont disparaître. Ça ne veut pas dire là, mais c'est des exemples. Ils vont se refermer. Ils peuvent rester avec la personne sans vraiment disparaître, mais ils vont complètement se couper. Les conversations émotionnelles n'auront presque plus lieu. Parce que pour eux, dès que ça va devenir un attachement et un moment de proximité, automatiquement, ça va vivre des émotions. Et ces émotions-là, ça va être en lien avec le fait qu'ils ont peur de ressouffrir ou de se faire rejeter ou abandonner de nouveau, de ne pas se faire valider. Ils vont donner l'impression d'être froids, autosuffisants, hautains, ce qui tend à réduire la relation. Parce que les gens, mettons, qui n'ont pas le style d'attachement évitant, que ce soit l'anxieux ou le sécure, vont trouver ça... Ils seront pas bien là-dedans. Le sécure va être quand même capable de dealer avec ça, mais l'anxieux sera pas du tout capable de dealer avec ça. Ça va être quand même très difficile. Ça va être des personnes qui sont très compétents pour rationaliser et justifier tous les aspects affectifs. Ça, par exemple, ça va être des gens qui vont parler de dopamine, de ce qui se passe dans le cerveau, justement, des raisons du pourquoi ils font telle affaire ou telle affaire. Ils vont vraiment être dans la rationalisation, l'intellectualisation. Parce que l'intellectualisation, c'est un autre mécanisme de défense qui est quand même très bon pour se couper de soi. Ils vont... parce que ça va en fait les aider à garder à distance ce qui a été douloureux dans le passé et les moments de solitude, de manque affectif, voire de vide. Ils ressentiront pas le vide, justement, puis ils ne voudront pas ressentir le manque affectif. Parce qu'on se rappelle, un évitant va pas nécessairement ne pas vouloir de relations. Au contraire, il veut des relations. Mais il a peur. Elle est là la grande différence. Ses décisions vont souvent être prises sur la peur, mais ils ne s'en rendent pas compte. La vision du monde est souvent pour eux pragmatique et orientée dans le présent ou le futur. Ça ne veut pas dire qu'ils ne parleront pas du passé, mais le passé, ils vont être capables d'en parler avec des gens qui ont un attachement qui est quand même sécure. Fait que ça va être un peu un guess d'en parler avec quelqu'un. C'est pas des gens qui vont aller naturellement en consultation, en thérapie ou en psychothérapie. C'est pas des gens qui vont naturellement. Mais comme je dis, ça se peut que des fois, ils vont tomber sur quelqu'un où ils vont avoir un peu plus confiance, où ils vont vouloir parler de leur vie. Ils vont sentir qu'ils ont une connexion pendant un court laps de temps. Bien sûr, ça peut du toffer parce que là, tu vois, ici, la justification de quand tu rencontres quelqu'un de nouveau et que tu es content, que tu te sens bien, bien, il y a toute la dopamine qui embarque. Fait il y a tout le système de récompense qui fait en sorte que tu es bien avec la personne, tu vas te sentir bien, donc tu vas justement laisser les défenses descendre. Fait que tu vas parler de ta vie. Et ce qu'ils vont dire des fois, puis ça va arriver quand même assez souvent, ils vont dire « Avec toi, j'ai l'impression que j'ai pas besoin d'avoir ma carapace. Même avec mes amis, je l'ai. Avec tout le monde, j'ai toujours ma carapace. » C'est un autre mot
qui est donné pour dire, ou un front ou une façade pour se protéger. Tout le monde le fait un peu. Mais souvent, les évitants, ils vont avoir une très grosse carapace pour empêcher les gens de rentrer. Mais des fois, ils vont rencontrer des gens où ils vont les laisser rentrer. Fait que sans s'en rendre compte réellement, pour toutes sortes de raisons, il n'y a pas quelque chose de vraiment précis qui font en sorte que avec toi, je me laisse aller. Mais avec le temps, ils vont justement se sentir attachés à cette personne. Puis là, ils vont faire « Oups, ce que je suis en train de faire. » Et les mécanismes, les mécanismes vont reprendre leur place et la distance va se créer de nouveau. Ce qui peut être quand même difficile à vivre. Parce que souvent, on va entendre dire justement les gens ont ghosté, les gens ont pu donner de nouvelles, ils ont disparu. Ils n'ont pas pris le temps de s'asseoir et de dire des choses. Sinon, le plus protégeant pour eux, c'est qu'ils vont le nommer. J'ai besoin d'un break, je vais prendre une distance, j'ai besoin de réfléchir. Mais tu sais, ils ne seront pas en mesure de dire combien de temps, ils ne seront pas en mesure de dire qu'est-ce qu'ils ont envie de réfléchir, puis ils ne seront pas en mesure non plus de rassurer l'autre, ni de dire quoi que ce soit, parce que dans le fond, ils viennent se rendre compte qu'ils se sont dévoilés une vulnérabilité, fait que là, ils viennent de se refermer. Et fuir, prendre distance, est une manière de se protéger. Fait qu'ils peuvent paraître des fois pour les autres rigides et dépourvus d'empathie, comme comme si rien ne les atteint. Cependant, ils ont soif de d'autres choses. Ils veulent des relations proches, ils veulent du partage plus profond, mais ils ne savent pas comment faire. Ils ont une grande sensibilité, en fait, qui est cachée derrière un « rien ne me touche ». Ils vont alors vivre une souffrance lorsque leurs partenaires vont faire des reproches. Ils ne vont pas nécessairement faire un reproche, c'est juste qu'ils vont le sentir comme ça, et comme ils ne veulent pas vivre d'abandon, de rejet ou une culpabilité ou quelque chose, ils veulent rien ressentir, fait ils vont pas bien le prendre parce que, je veux dire, un être humain reste sensible. On n'est pas dépourvu d'empathie tout simplement parce que on a un style d'attachement évitant, là. Mais c'est juste qu'on ne veut pas trop le vivre. Puis souvent, l'estime de soi va quand même être assez basse. La confiance en soi va être assez basse. Parce que probablement qu'on a vécu des échecs toute notre vie, puis même les réussites qu'on avait n'étaient pas montrées, n'étaient pas valorisées, étaient justement, je vais réutiliser les mêmes mots, dévalorisées, étaient rejetantes, étaient pas vues. C'était pas assez, on ne se sentait pas à la hauteur quand même. Fait qu'on pense que ce qu'on fait, je me sens pas à la hauteur. Fait que ça va être caché derrière justement un masque de je me maîtrise, je contrôle tout, je suis en contrôle de tout, ce qui n'est pas nécessairement vrai. Mais dans leur tête, ils ont l'impression, ils ont la conviction qu'ils contrôlent la situation et qu'ils se maîtrisent bien. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas ressentir trop d'émotions, parce que pour eux, sentir une vulnérabilité, ça veut dire probablement se sentir envahi de ses émotions. Et ça, ils ne veulent pas. Fait que parfois, leur stratégie habituelle ne peut pas les aider et ils se sentent submergés. Puis c'est souvent quand ils vont se sentir submergés que oui, peut-être qu'ils vont aller demander de l'aide ou ils vont justement complètement se couper. Mais plus que d'habitude. Ça veut dire que les stratégies, ça pourrait être se perdre dans le travail. Justement, se donner à fond dans quelque chose pour performer le plus possible. Comme ça, c'est une manière d'éviter complètement une personne. Une personne, en fait, c'est pas la personne qu'elle veut éviter. Elle est là dans la nuance. Elle ne veut pas nécessairement se couper de l'autre, même si on peut croire que c'est ça. Mais elle veut se couper de ce que je ressens avec l'autre. Et c'est là que c'est un peu... ça peut être déstabilisant pour plein de gens. C'est que des fois, ce n'est pas nécessairement parce que c'est désagréable ce qu'on vit. Des fois, ça peut être parce que c'est agréable. Mais on a peur de le perdre, on a peur de le ressentir. Et même que des fois, on ne s'est pas autorisé à ressentir d'être agréable avec quelqu'un. Fait qu'ils vont se couper de ce ressenti-là. Et non de la
personne. Fait que des fois, les gens vont prendre distance sans vouloir se couper de l'autre. Mais l'autre personne va le voir comme étant tu te coupes de moi. Ce qui fait que dans l'attachement anxieux, ça va créer d'autres comportements qu'on verra plus tard. Mais dans l'attachement sécure, il se peut que la personne qui a un attachement sécure ne réagisse pas à ça ou va laisser le temps nécessaire. Mais ça se peut aussi que la personne qui a un attachement sécure n'a pas tant envie de vivre ça. T'sais. Fait que, ce qui fait que la personne qui a un attachement évitant se coupe, ne se coupe pas de la personne, mais se coupe de ce qu'elle ressent. Ça ne veut pas dire qu'elle ne pense plus à cette personne, ça ne veut pas dire qu'elle ne veut plus revoir cette personne, mais ça veut dire qu'elle ne sait pas quoi faire pour pouvoir revenir, ou pour pouvoir être avec, ou pour pouvoir on va dire mettre un peu de l'eau dans son vin. Elle ne sait pas comment être avec l'autre. Elle sait juste comment être avec soi, et que là, elle est submergée, donc elle quitte. La vie quotidienne, c'est le détachement comme barrière de protection. C'est un fonctionnement qui est acquis progressivement. Ils croient que personne n'est là pour les écouter. Ça ne veut pas dire qu'ils se répètent ça constamment dans leur tête, mais ils vont croire qu'il n'y a personne qui est là pour les soutenir, personne n'est là pour les aider, il n'y a jamais personne là pour eux. Et ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Ils ne demandent ni aide ni présence. Je vis ce que j'ai à vivre seul. Et là, je vais donner un exemple. Si une personne vient de quitter une relation, ou peut-être pas une relation nécessairement, mais ça s'en allait vers quelque chose de concret, et elle quitte parce qu'elle se sent envahie. Un comportement peut être que la personne va aller beaucoup travailler ou aller voir plein d'amis ou faire plein de comportements pour vivre d'autres choses. Parce qu'il ne veut plus ressentir sans avoir un contact avec la personne qu'elle vient de quitter. Mais il se peut aussi qu'elle se mette dans une nouvelle relation tout de suite, avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas nécessairement ce qu'elle veut. Mais là, vu qu'elle vient de vivre beaucoup de choses, elle ne veut pas souffrir, elle va se mettre avec quelqu'un d'autre pour quand même recevoir de l'affection, recevoir une forme d'écoute, mais aussi pour avoir de la sexualité qu'on verra plus tard, qui est un mode aussi de détachement, mais aussi pour ne pas se sentir seul. Et là, je viens ici rajouter, et c'est là qu'on le concept de pattern relationnel. Parce qu'il y a une différence à faire avant qu'un style d'attachement qui est évitant et un pattern relationnel. Le pattern relationnel se dessine justement en lien avec les styles d'attachement et les souffrances vécues de la vie qui font en sorte qu'il se peut qu'on répète un pattern relationnel. Je peux donner un exemple encore ici. Une personne qui va avoir plusieurs relations, mais une après l'autre, va au début pouvoir dire « T'es la personne que je recherchais, j'ai jamais senti ça, j'ai une connexion forte, avec toi je me sens bien, j'ai jamais vécu ça, t'es mon âme sœur, etc., etc. » Et ça va durer 2-3 mois. Tout va être parfait, tout va être beau. Il y a tellement un show de dopamine qui fait comme t'es la personne de ma vie. Et ils vont se projeter dans l'avenir. Ils vont être capables de voir avec toi, je vais pouvoir faire telle chose, je vais pouvoir faire ci, je vais pouvoir faire ça. Puis là, ils se projettent, puis ils se projettent, puis ils se projettent. Ils font tout pour être en relation. Et l'autre va créer ça. Mais une fois que le show de dopamine va descendre un peu, il va y avoir le « Oh, ben t'es une personne réellement importante pour moi. T'es pas... Tu sais, c'est pas juste genre... Je le dis, c'est... Je le ressens. » Fait que là, ils vont ressentir réellement tout ce qu'ils viennent de dire. Et là, ils vont pas être bien. Ils vont pas savoir dealer avec ça. Fait que là, ils vont prendre distance. Et prendre distance, ça se peut qu'ils recommencent avec une nouvelle personne. Ils vont rappeler quelqu'un qu'ils connaissaient, qui ont déjà eu une relation ou que c'était des amis, ou ils vont se trouver une nouvelle personne et ils vont recommencer le même pattern. Ils vont faire les mêmes comportements, c'est-à-dire là, ils vont texter beaucoup, ils vont poser beaucoup de questions sur la personne, ils vont s'intéresser à l'autre, ils vont redire les mêmes choses, ils vont refaire les mêmes comportements, ils vont souvent être chez l'autre, ils vont vraiment beaucoup partager. Et au moment où elle va sentir qu'il y a quelque chose de réel, ben ils vont reprendre distance et ils vont aller voir quelqu'un d'autre de nouveau.
Et ça devient un pattern relationnel quand ça arrive tout le temps. Quand ça fait plusieurs fois, là. Pas quand tu le fais juste une fois dans ta vie, là, parce que ça arrive un peu à tout le monde de faire ça, mais quand ça fait, mettons, une dizaine de fois. Là, je donne un exemple comme ça, là, ça veut pas dire que ça fait 10 fois, là, mais ça peut être quelqu'un qui a été en couple pendant 4 ans, il passe à une autre relation, n'a pas le temps de vivre son deuil, se met en relation avec quelqu'un, ça t'offre un an, se remet tout de suite, pas le temps de faire son deuil, se remet tout de suite en relation avec quelqu'un, ça dure 6 mois, pas le temps de faire son deuil, se remet tout de suite, 2-3 personnes avec qui ça marche pas, puis boum, une nouvelle relation pendant 5 ans, boum, ça marche pas le temps de faire son deuil, se remet dans une relation, entre-temps, il y a eu 2-3, il y a eu un mois de célibat, il y a eu 2-3 personnes qui ont eu de l'affection, ou une seule, puis bang, une autre personne. Ils n'ont jamais le temps d'être seuls avec eux-mêmes, de se regarder. Des fois, ça prend un déclic, un moment donné. Je peux donner un exemple de quelqu'un qui a été en relation. Il ne savait pas qu'il y avait un style d'attachement évitant au départ. Il était en relation pendant 3 ans avec quelqu'un. Il a mis fin à la relation parce qu'il se rendait compte que pour lui, ça allait nulle part. Pendant les premiers temps, avant de faire le deuil, il vivait. Là. Il était comme, je fais des rencontres, je fais des parties, je sors beaucoup. Puis après ça, il y a eu des moments de solitude où, boum, là, il se rendait compte après 2 mois, hey, c'était pas vraiment ça que je voulais. Puis là, ils veulent revenir. Mais là, soit que la personne a fait le deuil, ou soit que quand ils veulent revenir, c'est un peu tout croche, n'importe comment. Là. Ils font des affaires, puis des fois, ça fait plus peur à l'autre, ou etc. Et par la suite, ils n'ont pas le temps de prendre le deuil, que tout de suite, ils se mettent à rencontrer d'autres personnes, dans le but de combler un vide, dans le but de ne pas être seul, de ne pas ressentir. Et ça a duré comme ça pendant 6 ans de temps. Dès qu'une relation se terminait, bang, une nouvelle commençait. Jusqu'à temps qu'ils rencontrent quelqu'un où il y a eu quelque chose de différent. Puis là, il y a eu comme un déclic. Il ne sait pas trop pourquoi, il y a eu un déclic, puis il était comme « Hey, je suis tanné de vivre ça. J'ai ressenti pour vrai quelque chose, puis j'ai envie de ressentir pour vrai de quoi. » Donc, il a commencé un peu à regarder son pattern relationnel. Comment, moi, en tant que personne, je rentre en relation avec l'autre personne? Qu'est-ce que je fais? Et là, c'était de la séduction, et c'était par la sexualité, ce qui faisait en sorte que c'était toujours le même genre de personne qu'il rencontrait. Ça évoluait pas, ça restait pas. Il y avait quelque chose à comprendre là-dedans, oui, avec l'autre, mais avec soi-même. Ça ne veut pas nécessairement dire, parce qu'il a pris conscience de ça, que ça l'a tout de suite changé. Il s'est remis en relation avec quelqu'un d'autre, ça a fait 1 an. Les deux ont mis fin d'un commun accord, mais ça n'a pas pris 1 mois qu'il y avait déjà quelqu'un pour combler ce vide-là, qui n'était pas une personne que ça allait aller à quelque part, et ça, ils le savaient tous les deux. C'était vraiment tu es un passe-temps. T'sais, en attendant que je trouve quelqu'un. Et finalement, la personne a trouvé quelqu'un et est restée avec pendant X nombre d'années, entre 4 et 6 ans, on va dire, pour pas trop donner d'infos. Pour se rendre compte que finalement, il est arrivé que bon, le couple se termine, mais pendant que le couple se termine, il y a déjà quelqu'un qui apparaît. Et là, c'est un peu ambigu. Parce que l'autre aussi sort d'une relation, donc les deux c'est ambigu, on sait pas trop ce qu'on veut, mais on a du fun. On se partage nos vies, on se sent moins tout seul, on vit ce qu'on a à vivre. Et là est arrivé inévitablement qu'un des deux s'est attaché. Fait qu'on a mis une distance. Mais finalement, la distance n'a pas toffé, ils sont revenus ensemble, puis que ça a duré quand même 1 an comme ça. Mais à un moment donné, ils étaient plus capables de gérer les deux, puis ils n'ont pas su comment communiquer ça. Fait que ça a été, on doit prendre une distance. Puis, puisqu'il n'avait pas eu le temps de vivre le deuil premier, ben, en fait, il n'avait pas pris le temps de vivre tous ces deuils qu'il avait à vivre. Il a donc dû prendre un temps pour se regarder, puis pour vraiment prendre le temps de vivre chacun des deuils qu'il a vécu. Ça a été tough. Il y a eu justement de l'aide. Mais par la suite, il y a eu une adaptation à ça, qui était une espèce de phase pendant 1 an ou 2 de latence, disons.
sait pas trop ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut, mais on sait pas trop ce qu'on veut. On profite un peu du moment présent. On essaie de découvrir des choses. Puis là, ça a été une période où c'était... la personne voyait comme 3 personnes en même temps. Tout le monde était d'accord avec ça. Mais il n'y avait pas vraiment d'engagement. Il y avait une forme d'attachement. Mais tu sais, c'était vraiment du moment présent. Vague après vague. On vit les choses comme elles sont. On a appris des choses. Puis finalement, la personne rencontre quelqu'un, a laissé ça de côté. Et s'est rendu compte que voulait être avec la personne, mais il y avait encore des moyens de protection qui ont fait surface un moment donné pour les 2 personnes et comme de fait, la relation a pris fin parce qu'une des 2 personnes voulait prendre distance. Et encore là, il y a des choses à travailler. Tu sais, c'est pas parce qu'on s'en rend compte. C'est que on peut s'en rendre compte, on peut travailler sur soi, mais par la suite, il faut être en relation pour pouvoir travailler notre attachement, l'améliorer, mettons. C'est toujours un peu plus facile si on trouve quelqu'un qui a un attachement sécure, mais tu sais, bon. Fait que ça, c'était une parenthèse pour expliquer que un peu le comportement d'un style d'attachement évitant va faire. Souvent, le style d'attachement évitant vont revendiquer cela comme étant de l'autonomie et se féliciter de ne pas dépendre des autres. Ils vont confondre indépendance et autonomie. Parce qu'une indépendance, c'est ne pas être suspendu à quelqu'un. Une autonomie, c'est se gouverner par ses propres règles. Dans le sens, on va pas être dans... Tu sais, c'est se gouverner avec une espèce de forme de je suis capable de prendre des décisions par moi-même sur certaines sphères de vie. Et souvent, la personne évitante va confondre les deux ensemble. En fait, parce que ce que redoute justement l'évitant, c'est d'être suspendu, d'être dépendant de quelqu'un. Ainsi, il se tiendra à distance de l'engagement affectif. Il ne s'investira pas dans la relation. Dans un couple, il ne prendra souvent pas l'initiative des sorties ou des soirées et n'entretiendra pas de lien social tant que ça. Il va souvent attendre que l'autre le fasse. Mais là, c'est dans un style d'attachement différent. On va y revenir tantôt. Ils vont donner l'impression de n'avoir besoin de personne pour avancer et traverser les épreuves. La personne va prendre des décisions seule et cela peut créer des frustrations puis que les autres vont sentir qu'ils ne se sentent pas concernés par la relation justement. Ça crée des frustrations. Toute démonstration de vulnérabilité ou de demande d'aide et de soutien ont été reçues dans le passé, soit dans l'indifférence, soit dans le rejet. Ils ont donc appris à ne plus montrer ce qu'ils ressentaient. Donc les autres ils seront pas capables de lire, ils ne seront pas capables de les comprendre des fois. Parce que, comme je disais tantôt, même la joie peut ne pas avoir été bien reçue. Les parents ont pu être peu présents à cause du travail. Ça peut être une explication, t'sais. Mais ça peut aussi être l'absence d'écoute et de soutien lorsque l'enfant se détache de ses ressentis pour ne pas subir la douleur engendrée par ce manque. Ça peut venir du vécu du rejet, ça peut venir du vécu d'humiliation ou de l'abandon justement. La personne va donc développer une distance ou un refoulement des émotions pour ne plus se confronter à sa vulnérabilité. Elle va maintenir les relations affectives à distance en voulant se protéger du risque de revivre ce qui a été douloureux. Ça va être un mécanisme de défense qui est fonctionnel pour se protéger d'un environnement insécurisant. Sauf qu'une fois adulte, même dans un environnement sécurisant, comme dans un couple avec une personne bienveillante, la personne va conserver quand même ces mécanismes-là. Ils ne sont pas conscients du mécanisme de survie. Ce qui est important aussi à comprendre, c'est que ça peut changer. Ils ne vont pas rester pris là-dedans. Mais ça se peut qu'il y ait des gens qui restent pris parce que c'est pas facile de vouloir se confronter à soi-même. C'est quand même très difficile de vouloir changer aussi. Faire face à nos parts d'ombre,
c'est quand même quelque chose de demandant. Ça se peut qu'on se dise souvent j'ai besoin d'aide, je vais le faire, mais ça peut prendre des années avant qu'on le fasse justement. Des fois, ça prend un électrochoc. Comme des fois, en couple, ça peut être justement une rupture, ça peut justement être un ultimatum, ça peut être une perte de job, ça peut être un déracinement, ça peut être plein de choses. Parce que là, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir une surcharge d'émotions. Puis dans cette surcharge-là, les mécanismes ne seront plus assez pour pouvoir continuer d'être fonctionnel. Donc, ce qui va arriver, c'est que la personne évitante va des fois aller justement en aide, en consultation, pour retrouver le contrôle et la maîtrise. Parce que là, ils l'ont perdu, ils sont plus capables de le retrouver. On va revenir à ce qui peuvent paraître. Des fois, de l'extérieur, on peut penser qu'ils sont insensibles. Les réponses et les expressions du visage parfois vont être limitées. Il est donc difficile de cerner s'ils sont contents, c'est ce qu'ils vivent, parce que c'est ça un peu leur but. Mais eux peuvent se comprendre, par exemple. Des évitants, des fois, ça se comprend sans même se parler. Une réponse, souvent, sera seulement que, mettons qu'on va leur demander est-ce que ça va ou comment tu te sens, mais ça se peut qu'ils te répondent juste ben ça va. Je suis un peu fatigué, je suis un peu si, mais tu sais, ils iront pas en profondeur dans l'émotion. Ils vont rester en surface. Il peut exister une configuration familiale qui ne sera, mettons dans l'enfance de l'enfant, qui n'aura pas été du rejet, de l'humiliation ou de l'abandon, mais complètement le contraire, qui va être une grande présence. Dans le fond, ça va être pratiquement intrusif dans la vie de l'autre, qu'il n'y aura plus de limite claire justement dans ce que le parent fait pour l'enfant, dans sa vie, dans ses émotions, ce qui fait que l'enfant n'a plus d'espace pour lui. Il va donc se couper. Et ici, je peux donner un exemple. Un des parents d'une personne que je connais était dans le rejet, t'es pas à la hauteur, ça sert à rien ce que tu fais, c'est pas bon. Et de l'autre, tu avais le parent qui devenait intrusif pour protéger trop l'enfant, justement, de l'autre parent. Mais aussi de soi-même. Fait que tout ce que l'enfant vivait, d'un côté, il était rejeté, mais dans l'autre, il était complètement invalidé parce que l'autre prenait toute la place pour l'aider, pour être là, pour pas qu'il vive. Fait que l'enfant a appris à se couper de tout pour ne pas ressentir quelque chose. Dans les deux cas, si on revient dans les deux cas, la personne peut soit développer le rejet, soit développer justement l'abandon comme blessure. Mais il peut, dans un des cas, développer le style d'attachement évitant. Fait que la vision de l'évitant, ça va être, comme je disais, le contrôle, alors quand il est trop d'émotions, ce qu'il veut est de le retrouver ce contrôle. Fait que c'est pour ça qu'il se met à distance des autres. L'évitant est très attaché à la liberté, qui se définit pour lui, là, dans sa tête à cette personne, ça va être de ne pas dépendre des autres. Ce qu'il faut comprendre, par exemple, ici, c'est que la liberté, c'est la possibilité d'être soi-même seul, mais d'être soi-même aussi avec les autres. Donc, si tu ne te sens pas toi-même quand tu es avec quelqu'un, que tu es obligé d'être avec ta carapace, ça veut dire que tu n'es pas si libre que ça. Ce qui est quand même ici un paradoxe contradictoire. Puis, ce qui est contradictoire aussi, c'est que la personne croit que les décisions qu'elle prend sont libres et éclairées, mais elles sont souvent soumises justement à la peur de vivre un échec, un abandon, un rejet, une souffrance, trop d'émotions. Donc, ils vont prendre une décision de probablement prendre une distance ou de décider tout seul les affaires en pensant que ce que je fais, je le fais pour moi réellement. C'est ça que je veux. Là, ici, il y a une différence à faire entre je suis en train de travailler sur moi-même, mais j'ai besoin de prendre distance pour revenir. Ici, on va être, comme je l'expliquerai dans le prochain épisode, là, mais comment on peut justement transformer ces relations-là de style d'attachement dans le besoin qu'ils ont.
Mais au départ, ils sont persuadés qu'ils prennent la bonne décision. Il y a des moments où ils vont se rendre compte qu'ils n'ont pas pris la bonne décision, qu'ils veulent revenir, mais comme ils ne savent pas comment, ils ne le feront pas. Fait que là, ils vont se tirer un peu dans le pied. Mais ça se peut qu'ils reviennent, mais ils vont le faire par tâtons. Ils vont explorer le terrain un peu. Ça veut dire qu'ils vont renvoyer des textos, ils vont rappeler, mais ils vont rester froids, ils vont rester distants, ils vont reprendre des nouvelles, mais ça va être très superficiel. Parce qu'ils vont quand même essayer de tester, de voir, puis-je revenir sans trop que ça m'envahisse. Mais ça se peut qu'il y ait une conversation pendant 5-10 minutes, puis que ils ne reparlent pas pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois. Ça se peut aussi que ils aillent prendre un café ou ils vont jaser, puis qu'ils ne se revoient pas. Ça se peut aussi qu'ils vivent un bon moment, puis qu'ils vont réavoir de la sexualité ensemble, mais que tout après, boum, la relation est déjà coupée, est ghostée, ou il faut qu'ils reprennent distance. Parce que des fois, même le bon moment, ça veut dire, oh, je peux revivre des émotions intenses. Fait que c'est quelque chose qui est quand même très long comme processus, puis qui est quand même compliqué. Mais ça va dépendre aussi de l'autre style d'attachement avec qui ils sont. Parce que les anxieux, on va faire une petite introduction, vont être dans envahir l'autre. Fait que plus ils vont envahir, plus l'évitant va vouloir prendre distance. Fait qu'à un moment donné, quand le jeu de prendre distance puis je me sens envahi est là, il n'y a plus de retour possible à un certain niveau. Mais il y a quand même des retours possibles. Mais ça ne veut pas dire que le retour, c'est le retour d'une relation amoureuse, d'un couple. Ça veut juste dire que la personne a le besoin de confirmer des choses, elle a besoin de tester des choses, elle a besoin de savoir comment elle se sent, elle a besoin... Puis des fois, ça peut juste être justement de s'informer. Tu sais, la personne, quand elle revient ou elle reprend contact, n'a pas d'intention. Elle ne sait pas, en ce moment, en reprenant contact, ce qu'elle veut réellement. Parce qu'elle est encore en mode protection. Mais ça ne veut pas dire que l'autre n'est pas important. Ça ne veut pas dire que l'autre est terminé, n'existe plus. Ça veut juste dire qu'elle se protège, mais elle ne sait vraiment pas quoi vivre et comment faire ça. Fait que ça, c'est une autre parenthèse, tu sais. Donc, on revient à la liberté. La liberté, c'est se sentir libre intérieurement et spontanément d'aller vers les autres lorsque l'envie et le besoin se fait sentir. Donc, si tu as envie de parler à quelqu'un, mais tu ne le fais pas, parce que tu ne sais pas quoi faire, parce que tu as peur, tu n'es pas tout à fait libre. Et pourtant, ce que la personne évitante cherche, c'est d'être libre. Et c'est tout là un gros paradoxe dans lequel il y a une espèce de déchirement des fois interne que la personne ne sent pas toujours, mais ça se peut qu'elle le sente. Et parce qu'elle le sent, ben, elle va chercher à ne pas ressentir. Fait que l'autre lien qu'on peut faire avec les épisodes sur les blessures de l'âme, ben, c'est toute l'importance. Et ceux sur les émotions, ben, c'est toute l'importance d'utiliser la technique des petits pas, mais d'accepter l'émotion, de la laisser vivre en soi pour être en mesure de changer quelque chose en nous, de changer notre style peut-être d'attachement ou au minimum changer comment on se sent avec une personne ou de stratégie ou de comportement. Maintenant, on rentre vraiment dans la vie de couple. Dans la vie de couple, ben, il y a une confrontation dans les stratégies de la personne évitante parce qu'elle contourne des choses et de contrôle émotionnel. C'est inévitablement, lorsque la relation s'approfondit, il y aura activation du système d'attachement. Donc, ici, les défenses. Peu importe le style d'attachement qu'on a, même quand on devient sécure, quand on va sentir qu'il y a quelque chose dans la relation, ça va faire quand même revivre certaines choses du passé. Ça se peut qu'on devienne un peu insécure, ça se peut qu'on devienne un peu évitant, un peu anxieux, on ne sait pas trop. Même quand on est sécure, des fois, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est sécure, qu'on est bien dans tout, là. Il faut faire attention parce qu'il ne faut pas viser la sécurité à tout prix. Ce qu'il faut viser, c'est quand même l'amélioration de certaines choses qu'on a envie d'améliorer.
Puis même si on n'est pas conscient de ce qu'on a envie d'améliorer, l'important c'est de vouloir être bien avec soi-même quand on sait que ce qu'on est en train de faire ou comment qu'on est. Juste la phrase je tombe toujours sur le même genre de personne, ça parle quand même d'une souffrance, même si on la sent pas si intense que ça. Fait que c'est inévitable, ça va faire vivre quelque chose. Ce qui est important à comprendre ici, c'est qu'il ne faut pas se dire je vais rester célibataire pour travailler sur moi. Parce que c'est un faux discours. C'est un nouveau. C'est une. Même si la personne elle va se croire quand même, elle va dire je vais rester tout seul pour travailler sur moi pour une meilleure relation, mais souvent c'est juste une manière polie de dire à l'autre je vais rester seul, je ne veux pas revenir avec toi parce que je vis trop de choses et je ne sais pas comment gérer ça. Et il se peut que je trouve quelqu'un d'autre assez rapidement, même que des fois elle est déjà là la personne. Mais l'autre, ce qui est plate, c'est qu'elle sert de paravent. Elle sert de moyen de protection, elle sert de plaster, elle sert de... Ce qui n'enlève pas du tout à la personne qui vient de se faire dire « je vais prendre distance avec toi », ce qui n'enlève pas la douleur qu'elle a. Même si elle comprend ce que l'autre fait, c'est pas le fun quand même, tu sais. Fait que, oui, il y a un moment dans la vie où c'est important d'être seul avec soi-même parce que être seul avec soi-même, c'est justement apprendre à s'aimer soi-même, c'est apprendre à prendre confiance en soi, c'est apprendre à s'estimer, c'est apprendre à bien vivre avec soi-même pour être capable de bien vivre avec l'autre. Mais même si on travaille 10 ans de temps sur soi, il est inévitable que quand une relation va s'approfondir amicalement ou amoureusement, il y a quelque chose qui va revenir. Il y a quelque chose, les triggers vont être là. Ils vont peut-être pas être aussi intenses, mais ils vont être là. Le principe d'être bien avec soi-même, c'est que on peut s'en rendre compte un peu plus rapidement. On peut faire des actions pour mieux faire qu'avant ou pas aller dans des anciens patterns relationnels ou des anciens comportements, mais on va le vivre. Fait que le fait de rester seul pour être avec quelqu'un d'autre, c'est correct parce qu'on apprend toujours dans une relation, mais c'est important de savoir ici que si on est la personne qui se fait dire ça, c'est une manière polie de dire je mets fin à la relation et je ne reviendrai pas. Mais ce n'est pas parce qu'elle dit qu'elle ne reviendra pas que ça veut dire qu'elle ne reviendra pas. Sauf que la personne qui se fait dire qui se fait mettre à distance, il ne faut pas qu'elle se mette en mode attente. Elle doit continuer à vivre sa vie. Elle doit vivre, faire le deuil. Elle doit se créer le détachement, elle doit vivre ce qu'elle a à vivre, elle doit continuer sa vie, voir ses amis, continuer son travail, faire des projets, possiblement rencontrer du monde. Ça ne veut pas dire qu'il faut inévitablement qu'elle rencontre du monde, mais il ne faut pas qu'elle s'empêche de rencontrer du monde. Elle ne doit pas attendre l'autre. D'une manière ou d'une autre, il y a un petit côté où dans la manière qu'on a de communiquer les choses, les mots qu'on utilise, les tonalités de voix, des fois, il y a des choses où que l'autre peut sentir, tu m'attends encore. Si tu m'attends, je sais pas quoi vivre avec ça, je vais me sentir mal, je veux pas me sentir mal, fait que je vais encore prendre plus de distance. Fait que des fois, le no contact est quand même important, même si on a envie de. Mais ça veut pas dire, puis là je viens ici, le no contact ne doit pas être un moyen juste d'être en no contact. Le no contact est important. Il est important pendant le no contact de quand même continuer notre vie chacun de notre bord. Aussi difficile si le retour a lieu ou la conversation, peu importe quand, ça peut être 1 mois, ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an, et ça pourrait être 20 ans. Que s'il y a un retour, qu'il soit hasardeux ou qu'il soit planifié, mettons que un des deux personnes veut reparler à l'autre, la période de vie entre
qu'il y a eu de la distance appartient à chacune des personnes. Dans le sens que si moi j'ai décidé de prendre distance, ben le mois qui a été distancé ou le 6 mois qui a été distancé, mais ça m'appartient. Mes émotions m'appartiennent, ce que j'en ai fait m'appartient. La même chose pour l'autre. Ça veut dire que si j'ai décidé, moi, de voir une autre personne ou d'en voir 10 ou de rester seul, ben, la personne, dans la retrouvaille, si moi je suis une personne qui se sent abandonnée puis que je me sens comme oh, toi t'as vu quelqu'un mais pas moi, ben c'est correct, elle avait le droit de voir quelqu'un d'autre comme toi t'avais le droit de voir personne. Ce n'est pas parce qu'elle a vu quelqu'un d'autre que tu n'as plus de valeur, hein, que tu ne vaux pas la même chose. Cependant, s'il y a une relation nouvelle à créer, des limites claires doivent quand même être identifiées. Et là, j'embarque un peu dans les solutions, mais c'est important, puis je vais le répéter, dans le retour, mais même dès le début, là, mais dans le retour, si on n'est pas trop conscient de justement style en évitant anxieux, mais s'il y a un retour, c'est d'être capable de se dire, mettons que moi je suis une personne qui est avec une évitant ou une évitante, là, et elle revient. Excusez du silence, hein, mais la limite de j'accepte ta distance. Tu peux prendre une semaine, tu peux prendre 3 mois de distance si tu veux. Mais dans la distance, si nous voulons construire quelque chose, aussi épeurant que cela puisse paraître, vivre, je ne pourrais pas vivre qu'à chaque distance que tu prends, tu ailles dans une nouvelle relation. Et ça, c'est sain de le nommer. C'est une limite claire. Après ça, si l'autre accepte, elle doit quand même travailler que si elle prend une distance, elle doit savoir que dans cette distance, le but c'est de se retrouver soi-même et non d'aller... Je vais utiliser une expression qu'une personne m'a dit, de retourner dans un champ de fraises cueillir des nouvelles fraises. Parce que il y a infini de possibilités maintenant. C'est qui fait que pour voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible. C'est vivable. Ça peut exister, des gens qui font ça, et c'est correct, ça existe. Ce qui est important, par exemple, c'est que l'une des deux personnes ne doit pas s'oublier. Elle ne peut pas se dire, c'est correct, je vais laisser faire ça et souffrir pendant 6 mois de temps, puis après ça, reprendre l'autre personne, et après ça, revivre une autre distance et souffrir parce que l'autre va voir ailleurs. Et c'est tout là le travail sur soi, mais aussi le travail avec l'autre. On y reviendra. Je tenais quand même important de le dire ici. C'est pour ça que aussi ici, pour cette raison, il peut... Tu sais, la personne, justement, vu que ces activations d'attachement viennent, ben, ça se peut que la personne ne s'engage jamais avec quelqu'un. Ça se peut que toute sa vie, il n'y ait jamais d'engagement. Ou que la personne va rester célibataire, mais célibataire ne veut pas dire qu'elle n'a pas des fréquentations, elle n'a pas de relations sans lendemain. Mais ça se peut aussi qu'elle n'ait personne pendant longtemps. Là. Ça se peut que pendant 1 an, la personne ne se mette jamais en relation parce que X raison. Mais ça se peut aussi qu'elle saute d'une relation à l'autre. Ça veut dire que la personne peut rester peut-être célibataire 1 mois, gros maximum. 2 semaines, peut-être. Même pas, des fois. Je mets fin, puis le lendemain, je suis avec quelqu'un d'autre déjà. Ici, il y a une exception. Sauf lorsque 2 évitants se rencontrent. Et ça, je vais y revenir bientôt dans l'explication, là, sur... Okay. Il va y avoir les couples de styles d'attachement différents. Fait que très rarement, ça sera une décision libre et éclairée. L'inconscient va venir saboter toute tentative de connexion profonde et durable. C'est de même pour les attachements anxieux, hein, mais c'est un comportement différent. Mais l'attachement évitant, ça va avoir une grande difficulté à créer quelque chose à long terme. Ils vont dire souvent qu'ils tombent toujours sur les mêmes types de personnes. La personne va reproduire inconsciemment des échecs
pour se protéger d'un engagement qui mettrait à jour sa sensibilité, sa vulnérabilité. Exemple, là, ici, on tombe dans justement les exemples de couple. Et c'est très intéressant parce que, tu sais, on va commencer par le plus sain, mettons, on va dire ça de même. Le couple évitant-sécure. Comme pour le couple anxieux, ben là, on verra le couple anxieux-sécure une autre fois, mais comme pour le couple anxieux-sécure, ben, partager son quotidien avec une personne sécure est une belle opportunité pour l'évitant de peu à peu abaisser ses défenses et se sécuriser. Parce que le partenaire sécure n'est pas ou peut insécurisé par les comportements de mise à distance et d'isolement de l'évitant, car sa sécurité interne lui permet de rester stable émotionnellement. Quand le ou la partenaire se met en retrait ou réagit de manière agressive pour se protéger de ses émergences émotionnelles, ainsi, pour l'évitant, la relation est de moins en moins source de stress. Il n'est ni rejeté ni laissé seul quand il va mal, y compris quand il le manifeste, ce qui est l'inverse de ce qu'ont vécu la plupart des personnes évitantes. C'est ça. Il n'est ni rejeté ni laissé seul, ce qui est l'inverse de ce qu'ont évitant quand elle était enfant. Rejet, indifférence, voire maltraitance. Là. Donc, peu à peu, l'évitant reprend confiance dans l'autre, dans la relation et donc aussi parallèlement dans sa capacité à être aimé et à aimer de manière fluide et ouverte. Je compare ce processus sécure-évitant à l'apprivoisement d'un petit animal sauvage qui a grandi détaché des autres pour ne pas souffrir. Peu à peu, le sécure s'approche de l'évitant, tout en douceur, lui faisant sentir que tout va bien, tu es en sécurité, il ne va rien se passer de douloureux, tu peux t'approcher de moi. Là, c'est bien, c'est quand même beau, c'est bien dit. Mais tu sais, le plus important ici, c'est surtout il y a des limites dans le sens qui ont été établies. La personne prend des distances. La personne qui est sécure va prendre ces distances-là de manière non intense. Il ne va pas vivre ça comme un abandon intense. Il va laisser l'autre partir. Il va laisser l'autre vivre ce qu'il a à vivre. Puis quand ils se retrouveront, ils verront si il y a quelque chose qui peut continuer. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que ça va être un couple. Parce que la personne évitante a besoin de se sentir en sécurité. Hein? Donc, l'autre doit prendre l'autre. T'sais, la personne sécure prend l'évitant comme il est au moment et tranquillement pas vite, quelque chose peut s'établir. Là, ici, on tombe dans le couple évitant-évitant. C'est comme si ici, on était sur deux rails qui se rencontrent jamais. Donc, voici comment fonctionne le couple évitant-évitant. Chaque membre du couple vit dans son monde protégé des potentiels dangers affectifs et émotionnels extérieurs. Côte à côte, sans guerre, voire pas du tout de partage des émotions et de paroles intimes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de communication, là, ou très peu. C'est comme un accord tacite qui convient aux deux. Et cela peut fonctionner toute une vie de manière fonctionnelle. Chacun s'occupe de sa part de tâches et de responsabilités. Mettons les enfants, le ménage, gestion de l'argent, vie sociale, etc., etc., etc. Après les 2 premières années, période durant laquelle les hormones, l'oxytocine, la dopamine, etc., là, font leur travail de rapprochement pour la survie de l'espèce, hein, la vie ensemble devient progressivement de plus en plus pragmatique et de moins en moins émotionnelle. Très souvent, la sexualité diminue jusqu'à parfois disparaître totalement. Je connais quelqu'un que c'était ça qui est arrivé. La personne était en couple et au bout des 2 premières années, c'était merveilleux, c'était beau. La 3e année, c'était moyen. Et la 4e année, c'était... il n'y avait plus rien. Plus de communication, plus de plaisir, presque plus de sexualité. Le couple devient alors une sorte de colocation amicale dont les membres s'entendent plutôt bien, se disputent assez peu et ne partagent que peu de profondeur affective et d'intimité. Les couples ont chacun avait un métier dont les horaires étaient sciemment décalés. L'un de jour, l'autre de nuit ou de soir, fait qu'ils ne se voyaient très peu. Pour officiellement pouvoir s'occuper des enfants s'ils en ont ou pas, et de la maison plus facilement, mais peut-être aussi plus inconsciemment pour ne pas trop être ensemble longuement et éviter les activations émotionnelles de proximité. Ce qui fait qu'ils se voient très peu. Lorsqu'ils se voient, ils peuvent écouter la télé ensemble, mais pas partager le moment.
une fois ou 6 mois partir en voyage, mais ne rien partager pendant ce voyage-là non plus. Donc ici, ben c'est ça. Certains couples fonctionnent ainsi pendant des décennies. Mais il arrive tout de même fréquemment que l'un des deux ne soit plus satisfait de cette manière de vivre ensemble. Ayant fait un chemin de travail sur soi et sécurisé un peu son attachement insécure, il ou elle souhaite autre chose. Frustré par le manque de profondeur du lien, l'évitant, en travail sur soi, demande plus d'échanges, plus de tendresse, notamment physique, avec davantage de câlins et de gestes affectifs, et ou plus de moments partagés, notamment par la parole. Dans ce cas, soit l'autre a également cheminé et peut s'ouvrir à la relation, ainsi les deux membres du couple progressent dans leur sécurité d'attachement et sont de moins en moins évitantes, surtout s'ils sont aidés. Non? Soit l'autre s'arc-boute sur ses défenses, se rigidifie et vit les demandes de son partenaire comme étouffantes, infondées ou exagérées et donc les repousse. Une séparation est alors probable. Souvent, il y en a un qui veut changer, l'autre ne veut pas, et ça peut se dire « tu mérites mieux que moi, donc on va arrêter ça là ». Ça ne veut pas dire que c'est ça que la personne qui dit « on met fin au couple », c'est qu'elle veut. Elle se protège. Parfois, l'évitant qui est resté coincé dans ses mécanismes prendra conscience dans une autre relation plus tard de sa responsabilité dans la rupture et assouplira alors sa façon de fonctionner. Il faut du temps pour que notre système psychique accepte peu à peu de changer. Cela est normal. Et ce, d'autant plus quand les blessures d'attachement ont été graves et répétées. Ainsi, chaque relation humaine est une sorte d'apprentissage pour évoluer et se sécuriser. Et j'inclus bien entendu les relations amicales et professionnelles fortes. C'est d'ailleurs le drame que j'observe, heureusement, rarement chez les personnes très très évitantes. Bon. Ces personnes ont tellement fermé leur cœur aux autres qu'elles décident consciemment ou inconsciemment de ne plus être en couple, ni même d'avoir des aventures, ou pire encore, de réduire leur réseau amical. Moi, j'ai joué ça beaucoup. Ça ne veut pas dire que ça les aide. Maintenant, tombons dans le couple évitant anxieux. Le mix de l'attachement anxieux-évitant. Excusez-moi de la pause, là, mais évitants anxieux peuvent vivre au quotidien assez mouvementés dans leur mouvement d'action réciproque. Les comportements évitants de l'un activent le système anxieux de l'autre, qui réagit par des comportements anxieux qui, à leur tour, activent le système évitant du premier. Et ainsi de suite, la boucle infernale est comme ça. Fait que la personne anxieuse a besoin de parler, a besoin de régler les choses, va avoir besoin d'être avec l'autre, de créer une connexion, de créer un lien. Mais pour l'évitant, ça l'étouffe, fait qu'il va créer... Fait que c'est comme une espèce de roue qui tourne. Ça devient un cercle vicieux. Pour l'anxieux, retrouver l'être cher est en priorité au moment plutôt réjouissant et attendu. Il a envie de savoir assez rapidement comment s'est passée la journée de son ou sa partenaire, d'échanger un peu et ainsi de retrouver la proximité du couple. S'il est plus ou moins préoccupé ou inquiet de l'état général de son ou sa partenaire, là encore il souhaite échanger assez rapidement sur la météo de l'un ou de l'autre. Dans la plupart des cas, le partenaire anxieux est donc plutôt en demande de dialogue, tout comme il est aussi en demande de manifestation de tendresse physique après une journée de séparation. L'anxieux interroge son partenaire évitant soit de manière directe ou soit de manière indirecte. Comment réagit l'évitant, qui lui aussi revient de sa journée de travail? Au mieux de manière assez neutre, mais sans engager le dialogue. Ça va. Au pire, par une attitude non-verbale traduisant l'irritation, quitter la pièce, souffler, cette année. Pour le partenaire anxieux, ce sont des réponses non satisfaisantes et activent son système d'attachement et déclenchent la fameuse boucle infernale. Mais le laconique ça va de la personne évitante est difficile à supporter pour l'anxieux, car elle ne lui permet pas de sentir, d'évaluer l'état psyché de son ou sa partenaire. Ce ça va, un peu tiède, ni franchement froid, ni franchement chaud, laisse l'autre dans un flou quant au ressenti réel de l'évitant. Est-ce un ça va comme ça va bien, j'ai passé une bonne journée? Suis-je content? Ou est-ce un ça va du type, moi, bof, journée difficile? Pour un partenaire sécure, cette incertitude sur ce que ressent vraiment la personne est agaçante parce qu'elle aura envie de comprendre et de partager. Mais pour l'anxieux, l'agacement peut devenir une véritable angoisse car une telle réponse est source d'interprétation dans tous les sens. D'où l'importance pour chacun des membres du couple évitant anxieux de faire des efforts de communication afin que ces moments très banals se passent mieux. Pour l'évitant, développer ses réponses et être plus lisible sur un état interne. Mais encore faut-il être capable de savoir vraiment comment se sent à l'intérieur. Ce qui est tout l'enjeu de progression d'un évitant.
Pour l'anxieux, gérer ses besoins de communication et de réassurance immédiat, par exemple, en trouvant le bon moment et les bons mots pour interroger l'autre sur son état. Ainsi, chacun pourra faire un pas vers l'autre dans le respect de son fonctionnement. Là encore, peut-être l'aide d'un professionnel peut être bon. En lien direct avec leur peur de la proximité et des émotions, là on tombe dans d'autres choses, excusez-moi là. On tombe dans d'autres choses, mais pour clore un peu avec, sans trop entrer dedans, le évitant anxieux, il faut que dans le fond, l'évitant s'ouvre un peu plus, progressivement, mais il faut que l'anxieux soit capable de laisser l'autre respirer. D'où l'importance des limites, des choses et de l'apprentissage à faire l'un l'autre. Je veux pas trop entrer dans comment faire parce que c'est vraiment une question où chacun doit être bien avec son intérieur, se sentir sécure, mais être capable de nommer des choses. L'anxieux doit accepter un peu la réponse floue. Je vais donner un exemple. Mettons que la personne évitante a le besoin de distance. La personne anxieuse a besoin de réassurance. Sans nécessairement dire sur pourquoi j'ai besoin d'une distance ou combien de temps, ça peut ressembler à j'ai besoin d'une distance, je ne sais pas combien de temps que j'ai, mais dans 3 jours, mettons, je vais recommuniquer avec toi. Là, je parle comme si 3 jours, tu sais. Donc, pour l'anxieux, il va probablement interpréter un paquet d'affaires pendant 3 jours, il va vivre plein de choses. S'il travaille sur lui, il va apprendre à gérer cette part-là. Et l'évitant va gérer ce qu'il y a à partir de là. Mais, ce qui est important ici, c'est que l'évitant respecte sa parole, c'est-à-dire, justement, recontacter dans les 3 jours. Ça ne veut pas nécessairement dire revenir, tout va bien, on peut s'expliquer. Mais d'être capable de juste dire, je ne suis pas encore prêt, je ne sais pas trop encore ce que j'ai envie de sentir ou de vivre, mais je pense quand même à toi, je ne t'abandonne pas. Mais je te recontacte, mettons, dans 2 jours. Ou dans 3 jours, là, peu importe. Là, ici, c'est un exemple qui est assez, mettons, auréolé. Ça a l'air beau, ça a l'air, on dirait qu'on est bien, mais ça ne veut pas dire que ça va être dit comme ça. Mais probablement que même pour le sécure ou pour l'anxieux, juste le fait de nommer ça, de dire ça, il y a quelque chose. On sait un peu à quoi s'attendre. C'est pas un flou total. Parce que pas grand monde aime ça vivre dans un flou, une ambiguïté totale. Même les sécures vont comme vers. Tu sais, quelqu'un. Quand je disais tantôt que le sécure est capable de vivre la distance, c'est une distance à court terme. Mettons, on est ensemble, je pose une question, puis que la personne ne veut pas répondre tout de suite, ou qu'on a un sujet de conversation intéressant, puis au profonde, et que la personne, elle dit « Je ne suis pas apte à parler maintenant de tout ça », elle va se retirer, mais ce qui est important, c'est on va en reparler. Mais ça, c'est mettons dans la journée ou le lendemain. Mais si on n'est pas encore tout à fait en couple, ou dans une relation profonde, mais c'est là que c'est difficile, tu sais, puis il faut le dire, je vais reprendre contact avec toi, je suis pas en train de te dire que tu n'es pas importante pour moi. Ça va quand même, pour une personne sécure, va être capable de vivre ces 3 jours. Pour une personne avec le style anxieux, va quand même vivre plein de triggers, mais au moins il va avoir une base à se rattacher pour faire confiance à la personne évitante. Et si l'évitant fait ces moves-là, ben l'anxieux, vu qu'il va s'apaiser, ça va apaiser inévitablement l'évitant et ainsi peut se construire un style une relation évitant-anxieux. Fait que tu sais, c'est quand même important à nommer. C'est quand même quelque chose où les deux doivent travailler. C'est sûr qu'il faut un peu des deux. La sexualité maintenant. Pour les évitants, et la sexualité peut être mal reçue. Dans le sens où ça se peut qu'elle se coupe complètement des touchés et de la sexualité, elle n'en aura pas. Ça se peut. Mais le plus souvent, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir une sexualité. Il y en a une. Mais elle peut être vécue comme dans de la porno, de la performance. Surtout chez les gars, mais ça va être
tellement créer de détachement. On va être que centré sur je vais le dire de même, donner du plaisir à l'autre ou justement avoir son propre plaisir directement. Mais on va être dans une espèce de forme de performance, on va parler de sexualité, il va y avoir une ouverture là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais le problème ici, c'est qu'il n'y aura pas de connexion entre les deux. Ça peut être justement avec un seul partenaire. Hein. Ça peut être un couple là, aussi qui ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble, mais il n'y aura pas de connexion. Mais ça peut être aussi avec plein de personnes. Ça peut être genre pendant 3 mois, j'étais avec quelqu'un, bang, c'est terminé, je recommence, et ainsi de suite. Il n'y a pas de connexion sexuelle. Elle vit en mode dissociation, qu'on appelle, donc ne ressent pas son corps pleinement. Cela l'amène à vivre la sexualité comme beaucoup plus mentale que sensorielle. Ainsi, dans un couple évitant, la sexualité peut devenir l'objet d'une routine et devenir insatisfaisante, donc devenir rare, voire disparaître. Chacun trouve dans les autres aspects de sa vie une sorte de compensation et évitant la confrontation du problème. Ce n'est pas l'absence de sexualité ici, mais bien l'absence d'espace et de moments pour se connecter à l'autre. Fait qu'ici, la sexualité, ça peut être un moment de réconfort, ça peut être une manière de gérer ses émotions, ça peut être une manière de se couper aussi de l'autre. Ça peut être, je n'ai pas envie de vivre émotionnellement quelque chose, donc ayons de la sexualité. Parce que ceci répond plus à mon besoin. Il peut exister une forme où, dans le fond, justement, les deux vont quand même atteindre l'orgasme, mettons. Mais ça ne veut pas dire que les deux ont été connectés ensemble dans cet orgasme-là, mettons. Ça ne veut pas nécessairement dire non plus qu'il faut que les deux soient en même temps, là, c'est pas ça du tout. Mais c'est la sexualité va servir de mur à la connexion vraiment avec l'autre. Mais ça n'empêchera pas qu'il y ait un orgasme. Mais il se peut aussi que ça soit une sexualité, mais je n'atteins jamais l'orgasme. Justement, puis ça arrive chez les gars aussi, de ne pas atteindre l'orgasme, mais pas que les filles. Ils peuvent venir, là, je veux dire, mais dans le sens où il n'y aura pas réellement un orgasme. Plus communément, on va dire, il s'est vidé. C'est pas très beau à dire, mais ça va ressembler plus à ça. Mais ça se peut que la fille ne ressente jamais l'orgasme. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas connectée à son corps. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'elle ne l'est jamais. Ça se peut que la personne ait vécu une rupture amoureuse. Elle avait souvent de l'orgasme. Et là, elle est dans une relation tampon, qu'on va dire, mais là, elle n'atteint jamais l'orgasme. Parce que le deuil de l'autre relation n'a pas été résolu. Les émotions sont coupées. Et comme j'ai dit dans d'autres épisodes, une fois que tu te coupes de tes émotions, mais tu te coupes quand même de beaucoup de choses. Et là, ça peut devenir aussi déstabilisant pour l'autre. Parce que là, ça peut être un moment donné comme... on a beaucoup de sexualité, on a beaucoup de moments de complicité, d'intimité, mais là, à un moment donné, je suis comme... Tu m'as guidé, tu m'as parlé, puis j'y arrive jamais. Encore là, tu vois, le mot utilisé ici, j'y arrive jamais, ça reste une forme de déconnexion, de performance. Fait que ça, c'était la parenthèse sexualité pour l'évitant. Mais les évitants ont quand même des qualités. Puis on va finir avec ça pour cet épisode-ci. Souvent, les évitants vont avoir développé une débrouillardise sans faille. Ils vont devenir rapidement, dans leur jeune âge, capables d'assumer bien des choses, bien des responsabilités que d'autres personnes de leur âge ne sauront pas encore. Mais aussi, tu sais, c'est que la coupure, ça devient une espèce de force pour eux, pour avancer. Ils peuvent développer des projets, ils peuvent... monter dans des entreprises, ils peuvent monter eux-mêmes la hiérarchie d'une entreprise, ils vont se donner. Ils vont avoir une espèce de rage de réussir. Mais en même temps, ils vont vouloir chercher une forme de reconnaissance, une forme de valeur dans ce qu'ils font. Ça va combler leur espèce de vide de leur capacité, de leur
de leur valeur. Ils vont se valoriser là-dedans, mais en même temps, ils peuvent s'épuiser. Ils vont en faire trop de choses, ils finissent par s'épuiser. Et tout ça, je l'ai déjà dit aussi dans d'autres épisodes, c'est comme une fuite par en avant aussi. On se coupe de nos émotions, mais en se donnant beaucoup trop à quelque chose, oui, ça apporte quelque chose, mais dans un autre sens, ça peut couper quelque chose. Et de vivre de l'épuisement constant, être brûlé tout le temps, ben c'est quand même une bonne façon de se couper de l'émotion parce que tu n'as plus l'énergie de vivre une émotion et tu n'as pas le temps de le vivre. Ce qu'il faut faire attention, c'est que quand on fait de la fuite par en avant, ça finit toujours par nous rattraper. Le même principe que de sauter d'une relation à l'autre. Un jour, ça finit par rattraper, ça fesse d'en face, ça fait mal. Une rage de réussir. La douleur est transformée parfois en rage de vivre et en désir puissant de montrer sa valeur au monde. Le fait de se couper, ils peuvent se donner... en fait, le fait de se couper, ça peut aussi être une manière de se donner beaucoup trop aux autres. Soit que c'est dans la famille, soit que c'est pour aider des gens. Il y en a des fois que ça peut être dans la relation d'aide. Hein? Des gens qui aident d'autres gens est une bonne façon de se couper de soi. On aide les autres qui vont pas bien, fait que c'est une bonne manière de ne pas s'occuper de soi-même des fois. J'en connais. Puis ça peut être aussi des gens qui se donnent beaucoup à sa famille. Ça va être des gens qui vont être ultra organisés, ils vont faire des livres, ils vont toujours être là pour les autres, ils vont tout faire pour eux. Mais c'est ça, ils peuvent finir par se brûler. C'est ce qui, en ce moment, va conclure sur la globalité de l'attachement. Le prochain épisode que je vais faire va être beaucoup plus spécifique. À peu près de la même longueur, mais pas plus spécifique en fait. Il va y avoir beaucoup plus de détails sur comment ça se développe, comment apprendre à vivre avec ça, puis comment le transformer un peu. Fait que je vous dis à la prochaine.